Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui chaque dimanche décrypte l'actualité, police, justice. Le dossier de la semaine et une date, le 16 novembre. Le 16 novembre prochain, cela fera un an exactement qu'Elisa Pilarski est morte dans cette forêt, en promenant ses chiens, dans cette forêt de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Une mort qui reste toujours inexpliquée dans l'attente de résultats ADN. La famille d'Elisa veut aujourd'hui mettre fin à cette attente insupportable. Elle attend à la vérité, elle la réclame. L'oncle d'Elisa Pilarski sera notre invité dans un instant avec son avocat, avec Ariane Chemin. Nous allons envisager les différents scénarios, faire un point précis sur l'enquête avec Dominique évidemment aussi. Mais d'abord, les toutes dernières informations dont on dispose depuis cette mort tragique, c'est avec Elisa Trana. Voilà bientôt 3 semaines que les trompes résonnent de nouveau dans les forêts françaises. La chasse à courre a repris. Mais cette année, près de Villers-Cotterêts, 21 chiens ne participeront pas à ces escapades. Ils sont confinés dans leur chenil, en attendant les résultats de l'enquête autour de la mort d'Elisa Pilarski. La meute a été saisie. Car ce jour-là, le 16 novembre 2019, l'équipage Rallye de la Passion chassait à proximité de l'endroit où a été retrouvé le corps de la jeune femme enceinte de 6 mois. Un corps dévoré, couvert de morsures. La justice doit aujourd'hui déterminer à qui appartenait l'écrou. Pour Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa, la culpabilité des chiens de chasse à courre ne fait aucun doute. À 13h19 ce jour-là, son amie lui laisse un message. « Il y a beaucoup de chiens », lui dit-elle. Elle peine à tenir Curtis, le chien du couple qu'elle promène. Quelques minutes plus tard, Elisa est injoignable. Son compagnon, inquiet, quitte précipitamment son travail pour la retrouver. Il arrive sur place 1 heure plus tard. Là où j'ai croisé des chiens de chasse dans un premier temps, un cavalier aussi. Puis Christophe aperçoit Curtis. L'American Staff, une race proche du pitbull, est allongée au pied de sa maîtresse. À moitié nue, méconnaissable, Elisa est décédée de ses nombreuses blessures. Pour moi, c'est la chasse à courre. Les chiens sortaient de ce précipice où il y avait Curtis. Curtis a reçu beaucoup de morsures à la tête. Et ça peut être que ça peut pas être autre chose. Pourtant, rapidement, les enquêteurs vont comprendre que le molosse peut se montrer agressif. A-t-il pu s'en prendre à Elisa ce jour-là ? Christophe Ellul, propriétaire de 5 chiens de combat, les aurait entraînés au mordant, une discipline interdite en France. Depuis le drame, Curtis a mordu à 2 reprises. Il se trouve actuellement dans une fourrière, en attendant les résultats des tests ADN. Des tests sur 67 chiens, sans cesse repoussés. D'abord trop coûteux, puis un calendrier bousculé par la pandémie, le changement de juge d'instruction en août dernier. 11 mois plus tard, la famille d'Elisa attend des réponses, enfin. La famille d'Elisa qui sort du silence aujourd'hui sur le plateau d'Affaires suivantes. Vincent Labastarde, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'oncle d'Elisa Pilarski, merci d'être là parce que l'émotion est forte depuis 1 an. La France a suivi cette affaire, à la disparition de votre nièce. On va évidemment vous entendre dans un instant. À vos côtés, Cathy Richard, vous êtes l'avocat de la famille d'Elisa Pilarski, et Ariane Chemin qui est avec nous. Merci d'être là, vous êtes grand reporter au Monde. Vous avez publié cette semaine un grand récit sur cette affaire. Vous la connaissez parfaitement et votre éclairage sera évidemment précieux pour nous. Vincent Labastarde, évidemment, on a envie de vous entendre. Cela fait donc, je le disais, 12 mois qu'on tout le monde est dans l'émotion après la disparition d'Elisa. 10 mois qu'on attend des analyses ADN. Aujourd'hui, que voulez-vous dire? Que vous en avez marre, que tout cela dure depuis trop longtemps? C'est-à-dire, ça va faire bientôt 1 an, ça fait 10 mois et demi. Dans 1 mois et demi, ça fera 1 an, ce sera l'anniversaire. Et au début, ça a été vraiment un choc, la tristesse. J'ai eu un moment un petit peu de dépression, on n'était pas bien, quoi. Sa mère est toujours dans la capacité de parler aux journalistes, à chaque personne, donc c'est pour ça que je me présente. Parce qu'Elisa vivait à la maison avec sa mère et moi-même. Nous vivions tous les 3 avec son chien et moi-même qui est 2 chiens. Mais maintenant, avec le temps, c'est plutôt un petit peu la colère qui vient comme sentiment. La colère envers l'enquête qui n'avance pas. On nous promet toujours des résultats qui sont repoussés. On n'a pas de réponse, et pendant ce temps-là, les réseaux sociaux, les médias s'accaparent de sujets et montrent des hypothèses qu'on aurait pu déjà savoir. La justice est trop lente aujourd'hui, l'enquête est trop lente avant même la justice? Oui, en fait, je pense que c'est la justice qui est très lente. Après, il y a eu le Covid qui a un petit peu bloqué l'affaire à ce moment-là, mais
c'est juste excellent, quoi. Et puis les tests ADN ont été demandés d'abord à un premier labo qui a estimé, la juge d'instruction, que le prix était trop onéreux. Je ne sais pas combien on estime la vie d'une jeune femme, si c'est trop onéreux ou non. Après, il est revenu vers d'autres labos qui ont été acceptés. Et en fait, au moment du Covid, le laboratoire était disponible pour recevoir les tests, pour faire son travail. Mais les enquêteurs et le procureur n'ont pas envoyé les scellés d'ADN à ce labo. Donc, ce qui a repoussé encore ce temps. Et voilà, maintenant, on entend les réseaux parler. Monsieur le Bastard, est-ce que vous avez, vous et la maman d'Elisa, un scénario de ce qui a pu se passer? Oui, j'ai un scénario. Après, je ne vais pas vous en parler Vous avez une idée précise de ce qui a pu se passer? Une idée précise, non, complètement. Mais une orientation? Une orientation. Et vous ne voulez pas en parler? Non. Après, je sais très bien que si Elisa avait su qu'il y avait une chasse à courre à ce moment-là, qui s'est tuée dans ce bois, et qui était très prévoyante, avait les chiens, qui tenait toujours son chien en laisse, qui faisait attention, qui avait peur qu'il se bagarre, elle ne serait pas aventurée dans ce bois. Une autre question qu'on se pose tous, Christophe, le compagnon d'Elisa, est parti vivre dans le Béarn, pas très loin de chez vous, là où est inhumée Elisa. Est-ce que vous avez toujours des relations avec lui? Est-ce que vous vous parlez? Quelle est la nature de vos relations? Oui, il passe quand il va au cimetière, il passe voir la mère d'Elisa et moi-même qui tenons le commerce. Plusieurs fois dans la semaine, on a des relations, on se voit. On entend aujourd'hui, Maître Cathy Richard, l'appel de cette famille qui dit à un moment, on veut savoir, il faut que ça avance. Vous, avec votre regard d'avocate, pourquoi tout cela prend autant de temps? Ces analyses ADN, il y a eu le Covid, comme vous le rappeliez, il y a eu des expertises qui étaient jugées trop chères. On a du mal à comprendre que 12 mois après, on ne puisse pas dire la vérité à cette famille. Alors, je crois que déjà, il y a une large partie de frustration liée à un emballement, notamment un emballement médiatique et de réseaux sociaux, qui ont fait que tout a été dit et n'importe quoi. On a annoncé sans arrêt des dates qu'on sortait du chapeau en disant on aura les résultats ADN à telle période. Et puis en plus, on a dit que ces résultats ADN, ce serait merveilleux, mirifique, et ça dirait tout. Or, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a autre chose que simplement rechercher les résultats ADN qui, eux, sont tout à fait particuliers. D'abord, on a fait des prélèvements. Les prélèvements, ils ont été faits et sur le corps d'Elisa et sur ses vêtements, et ils ont été faits sur tous les chiens qui auraient pu, de près ou de loin, participer à ce drame absolu. Ensuite, ces prélèvements, il faut les envoyer à un laboratoire. Les juges d'instruction aujourd'hui, ils doivent des comptes. Ils peuvent plus faire n'importe quoi. Ils doivent dire voilà combien m'a coûté ce dossier. Des comptes financiers. Des comptes financiers. Bien sûr. Et donc, ce qui se passe, c'est que le premier labo a dit, ben voilà, ça va coûter... Alors, je crois que l'enveloppe était de plus de 100 000 €. Et à ce moment-là, la juge d'instruction a vu deux choses. D'une part, elle a vu qu'elle pouvait envoyer ces prélèvements à un laboratoire, entre guillemets, moins privé, moins cher. Et la deuxième chose, surtout, c'est qu'à ce moment-là, elle a dit qu'elle allait procéder par discrimination. C'est-à-dire, des prélèvements, tirer les ADN, d'abord des prélèvements sur Elisa, puis de discriminer progressivement les chiens dont on était sûr, dont on a dit qu'ils étaient là, puis les autres. Ce qui fait que l'idée, c'est pas de ne pas le faire, l'idée, c'est de le faire intelligemment. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les juges d'instruction donnent toujours une date butoir dans le cadre des demandes d'expertise ou de commission rogatoire. Mais c'est une date qui peut être prolongée, donc ça ne veut rien dire. Cette date, elle a été effectivement prolongée plusieurs fois, et nous sommes toujours en attente. Il faut savoir que ce sont pour des ADN animaux. Enfin, je veux dire, c'est très particulier. Ça prend du temps. Il y a un côté emballement qui a pu faire souffrir les proches d'Elisa. On l'entend, Ariane Chemin, vous retracez dans ce long papier qui est vraiment passionnant toute cette histoire. Quand on dit emballement, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt des Français pour cette affaire. Pourquoi, d'après vous, il y avait dans cette histoire, pourquoi il y a dans le tragique décès d'Elisa autant d'éléments qui touchent les Français? Alors, il y a beaucoup j'ai beaucoup de réponses. En fait,
il y a ce côté mystérieux d'une femme qui se fait manger. Ce sont les termes employés par Christophe, son compagnon. Il dit non, elle n'a pas été déchiquetée, elle a été mangée. Et l'idée de quelqu'un qui est dévoré ou mangé par des chiens, mais peut-être aussi dans l'imaginaire par des loups, évidemment, ça parle à tout le monde. Ça reste un endroit où on a peur quand on est enfant, quand on est grand. S'aventurer seul dans une forêt, c'est toujours un peu terrifiant, surtout que c'est une forêt gigantesque. Une forêt doit être gigantesque. Et puis, là, évidemment, ce sont les hasards d'une histoire, mais elle porte ce jour-là un anorak rouge, il fait mauvais, elle a froid, elle a ses bottes, et on dirait un petit chaperon qui s'éloigne comme ça dans la forêt avec ce chien et sa gueule de molosse. C'est quand même pas un chien banal. D'ailleurs, je tiens à dire que ce n'est pas son chien, c'est le chien de Christophe. Ils se connaissent depuis moins d'1 an, ils ont peu vécu ensemble. C'est d'abord le chien de Christophe, ce n'est pas le chien d'Élisa. Mais alors lui, il dit le contraire. Il dit que ce chien, c'était vraiment son compagnon, qu'ils étaient fusionnels. Alors, il dit ça, et c'est vrai qu'elle-même poste sur les réseaux sociaux des photos de Curtis et d'elle, où elle dit « sexy boy ». Donc elle s'en rapproche, et ça a toujours ce côté un peu bizarre, mais elle faisait partie de ce qu'on appelle les groupes de chiens. Les groupes de chiens sur Facebook sont des gens qui sont complètement fans de chiens, de dressage. Alors je dois dire que c'était un monde que je connaissais pas, mais dans lequel je me suis plongée. C'est très particulier, et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a l'opposition de 2 mondes. Un monde de la vénerie, de la cour, qui est multiséculaire. Ça se passe en plus dans la forêt où chassait François Ier, qui a codifié la vénerie et la chasse à cour. Et puis ce monde d'éleveurs de chiens. Tous aiment leurs chiens, tous défendent leurs chiens, et les seuls qui connaissent la vraie histoire, ce qui s'est passé ce jour-là dans la forêt de Ray, ce sont des chiens. Ce que vous dites est intéressant, Vincent Labastarde. Quels étaient véritablement, à votre connaissance, les rapports entre Curtis, le chien de Christophe, et Élisa? En fait, Élisa avait une bonne relation avec les animaux en général, était monitrice d'équitation. Elle aimait plus, je pense, les animaux que les personnes. Et je sais qu'elle-même avait parlé, quand elle allait chez Christophe, elle prenait Curtis avec lui, même il dormait avec elle. Ils avaient l'habitude de se côtoyer à la maison, quoi, ensemble, quoi. Mais ils se connaissaient depuis peu de temps. Oui, depuis quelques mois. Elle était montée 3-4 fois chez Christophe et Élisa se connaissaient depuis très peu de temps. Très peu de temps. Donc ce chien, elle ne le voyait pas très souvent, finalement. Elle a vu 3-4 fois, et sur ces 3-4 fois, je crois qu'ils ont été souvent à des concours, en plus. On va revenir sur ces concours. Donc ils ne sont pas trop restés à la maison. Mais en fait, Élisa, dès qu'elle voyait un chien, c'était mon bébé. Elle avait beaucoup de confiance sur les animaux. Elle aimait les animaux. Elle aimait les animaux. C'était une certitude, quelle qu'il soit. On va revenir sur ces concours parce que c'est évidemment aussi un des points importants de l'enquête. Maître Cathy Richard, pour être aujourd'hui très factuel, où se trouve Curtis, où se trouvent les chiens de cette meute de chasse à cour? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dès le drame, tous les chiens ont été placés sous scellés. Mais c'était des scellés en les mains de leurs propriétaires. C'est-à-dire que les enquêteurs ont défini quels étaient les chiens à chaque fois et ont dit aux propriétaires, vous gardez ces chiens, vous ne pouvez plus vous en débarrasser, ils sont sous votre garde, mais ils sont sous main de justice aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu un accident. Ça, bon, je veux dire, c'est pas le secret de l'instruction, ça a été tellement dit. Il y a eu un premier accident dans la gendarmerie où Christophe était avec Curtis et où Curtis a mordu Christophe. Et à ce moment-là, du coup, il y a eu une procédure de chien mordeur qui s'est mise en place pour Curtis, non pas liée au fait, mais liée à ce qui s'est passé postérieurement au fait. Et Christophe dit, il m'a mordu, il faut le piquer. Et Christophe, à ce moment-là, c'est ce que rapporte une C'est dans le papier d'Ariane. Voilà, c'est dans le papier d'Ariane. Et c'est ce que rapporte une gendarme, effectivement, qui dit qu'il a dit, mais il m'a mordu, il faut le piquer. Mais à ce moment-là, du coup, le chien est placé sous un scellé fermé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une procédure de chien mordeur qui n'est pas en relation directe avec les faits, qui est en relation avec le fait que le chien est mordu. La question du chien mordeur, c'est évidemment un point clé de cette enquête et du papier que vous avez écrit. C'est-à-dire qu'on voit qu'après ce drame, effectivement, il est dans la gendarmerie, il joue d'abord avec un ballon. Et un ballon On parle de Curtis. De Curtis, que l'enfant d'un gendarme a dû laisser dans la cour. Et il se jette sur le ballon et il le déchiquette, mais à une vitesse absolument impressionnante, comme un jeu. Hein. Et ensuite... effectivement, il mord son maître, ce qui est plus inhabituel, et qui surprend Christophe. Et puis après, il est examiné par un vétérinaire. Et là, alors qu'il était là pour une visite de routine, parce qu'on vient de le mettre dans un chenil, tout d'un coup, il s'en prend à une jeune femme qui est là, qui est bénévole, et il commence à lui mordre le mollet. D'ailleurs, elle a eu quand même 15 points de suture. Et le vétérinaire lui jette des chaises sur la tête, tente de le maintenir, et rien n'y fait. Et ce qui frappe le vétérinaire, au fond,
c'est le comportement de Curtis après. Il n'a pas du tout l'impression d'avoir fauté. En fait, il dit il jouait avec ce mollet, d'une certaine manière. Alors évidemment, ça, c'est très troublant. Est-ce que ça veut dire, parce que, pardon Dominique, c'est ces fameux concours illégaux en France de dressage de chiens, est-ce que Elisa, vous savez si elle avait participé à ces concours, si elle y allait, si elle s'y intéressait? Mais en fait, Elisa s'est retrouvée au chômage, c'est parce qu'elle était monitrice d'équitation, et depuis un an, elle s'était remise sur Facebook, elle était plus sur les réseaux sociaux. Et donc, comme elle s'ennuyait, elle s'était mise sur Facebook sur un groupe d'amis de chiens. Comme elle avait Ice, qui était un American Staff. Et moi-même, quand je promenais Ice, je voyais sauter aux branches pour attraper aux arbres pour attraper les branches. Il avait du mordant et de l'exercice. Il faisait des sauts. Donc, comme elle s'ennuyait, ça l'intéressait un petit peu. Et en parlant sur les réseaux sociaux, elle a fait connaissance avec Christophe pour lui donner des conseils, justement sur les chiens. Et je sais qu'Elisa, 2 reprises, a été faire des concours avec Christophe, voilà, en Belgique et aux Pays-Bas, je crois. C'était pas pour Elisa, il faut bien dire que c'était pas un objectif en soi. Elle, son chien, c'était un chien de compagnie. Ice, c'était un chien de compagnie. Et en réalité, elle a juste eu envie de faire une activité avec son chien. Elle montait moins à cheval, elle donnait plus de cours. C'est elle son avait travail avant, une envie, changer d'activité un petit peu. Elle avait envie de faire des choses avec son chien. Et donc, elle a demandé des conseils pour dire à quoi je peux m'amuser. Voilà, c'était là, vous parlez de d'amusement. Ice, le chien d'Elisa qu'elle avait dans le sud-ouest. Voilà. Qui vit à la maison avec mes 2 autres chiens. Et si on revient à Curtis et à ce que disait Ariane tout à l'heure sur le vétérinaire qui est obligé de lui donner des coups de chaise, et puis le chien qui d'un seul coup s'arrête, se rassied, qui est même pas en colère contre celui qui lui a donné des coups de chaise. Donc sur la personnalité du chien, on croit savoir, Philippe et moi, Maître Richard, qu'une dernière expertise a été récemment versée au dossier sur la personnalité du chien. Est-ce que c'est vrai? Alors... ou un examen en tout cas de la personnalité du chien. Je vais répéter ce que je dis souvent ici, je suis tenue au secret de l'instruction. Vous avez tort et raison, c'est-à-dire qu'effectivement ce chien a été vu par un expert désigné par le juge d'instruction. L'expertise n'est pas encore rentrée au dossier. Et d'ailleurs, encore une fois... Vous savez ce qu'elle contient? Encore une fois, il y a eu sur les réseaux sociaux des fuites organisées, d'accord, qui ont fait que je suis entrée en contact avec cet expert, parce que j'ai pas compris ce que je disais sur les réseaux sociaux en disant mais finalement est-ce que vous avez vu le chien, parce que bon, il y avait eu un problème de date, et ces fuites organisées sur les réseaux sociaux sont encore des électrons libres totalement. Donc je ne vous dirai pas. L'expertise a bien eu lieu. L'expertise a eu lieu. L'expertise a eu lieu et elle n'est pas encore rentrée au dossier. Et en tout état de cause, quand elle sera rentrée au dossier, vous savez bien, Dominique, que je ne vous donnerai pas le contenu. Mais comment se fait-il quelle fuite alors? Qui donne le contenu? Je dis simplement, ne croyez pas ce que vous lisez. C'est tout à fait vrai, mais c'est vrai que cette histoire, elle a emballé les réseaux sociaux comme rarement. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois... Les gens se sont focalisés sur la chasse à court. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'ennemis de la chasse à court qu'ils ont vu dans cette histoire, au fond, la manière de régler les comptes, ça c'est sûr. Et puis, les groupes de chiens, dont j'ignorais l'existence, c'est aussi se sont mobilisés. Émeric Caron a quand même écrit à Éric Dupond-Moretti cet été pour lui demander de réviser le statut de Curtis, qui était enfermé seul à Toulouse et soulevant plein de poids. C'est-à-dire qu'il y a Caron, grand spécialiste des chiens. Animaliste, voilà. Et donc, en fait, il y a des tas de personnes qui sont des personnes militantes qui se sont emparées de cette histoire des deux côtés et qui ont raconté beaucoup de bêtises, effectivement, des deux côtés, soit pro-chasse, soit anti-chasse, soit pro-animaliste, soit anti-animaliste, et se sont emparés notamment de la figure de Curtis, pour lequel il y a quand même eu une pétition et une cagnotte. Est-ce que vous-même, pardon, juste, et effectivement c'est intéressant sur la cagnotte, mais est-ce que vous-même, dans votre travail, vous avez senti de la pression? Est-ce qu'il y a des groupes pro, anti-animaux qui... Voilà, se sont manifestés. Pas du tout, parce que moi, je me suis contentée de faire une sorte de déroulé un peu de façon faites entrer l'accusé, c'est-à-dire extrêmement clinique. Très bonne émission sur RMC. Et j'en suis désolée pour monsieur qui est là, parce que c'était évidemment tragique et terrible, mais moi, j'étais obligée de faire quelque chose de clinique, donc je n'ai rapporté que ce dont j'étais sûre. Donc je n'ai pas eu du tout, je n'ai pas été attaquée ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un lobby anti-chasse à court qui a été très puissant dans cette affaire. Mais on s'est posé la question tous les deux avec Philippe en relisant votre enquête qui est vraiment, vraiment remarquable et qu'on peut trouver et relire sur le net. On s'est posé la question,
Qu'est devenu l'argent des cagnottes? Il est passé où ce pognon? Est-ce qu'il a existé? Ça, je dois dire que je n'ai pas poussé l'enquête jusque-là, mais peut-être que Maître Richard... Ce qu'on sait, nous, c'est que rien n'a été fait par la famille, en tout cas l'oncle et la maman d'Elisa, qu'il y a eu des t-shirts, qu'il y a eu des cagnottes, qu'il y a eu... Et on ne sait rien mais de... qui étaient les bénéficiaires? Qui... On ne sait pas, il y a eu des trucs litchi. Vous n'avez rien eu, vous? Litchi, des cagnottes. Et ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'on a des véritables excités sur Curtis, qui parlent de Curtis et d'Elisa. Et c'est ce que disait Vincent. Il y a des gens qui parlent de Curtis et d'Elisa comme s'ils les connaissaient depuis toujours. Ce qui est effarant, parce que quelque part, on les désapproprie d'Elisa. Et puis en plus, Elisa aurait détesté ça, parce qu'elle aurait détesté que tout le monde parle d'elle comme si c'était la copine de tout le monde, alors qu'elle elle préférait être avec les animaux. Réservée. Elle était réservée, elle préférait être avec les animaux. Donc il y a une espèce d'emballement, mais qui va très très loin. Moi, j'ai reçu des menaces de mort au cabinet. J'ai reçu en me disant si Curtis est euthanasié, tu crèves. Enfin voilà, mais on se rend compte qu'il y a un emballement qui est très important. Dont on parlait, oui. Oui, et c'est tout à fait juste. Les gens font comme s'ils connaissaient ces chiens. Et ce qui est plus intéressant, c'est que des deux côtés, les propriétaires des chiens en parlent souvent comme des humains. J'ai été frappée de voir que Christophe, le compagnon d'Elisa Pilarski, à un moment, parlait de sa figure, son visage. Et j'ai été aussi frappée que dans un interview au Courrier Picard, le responsable de l'équipage de la chasse à courre, le rallye La Passion, disait, vous vous rendez compte, mes chiens ont été saisis, ça fait 9 mois ou 10 mois maintenant qu'ils ne sont pas sortis. Pour ceux qui ont vécu le confinement, ils savent ce que c'est terrible. Et j'ai trouvé cette comparaison un peu étrange, parce qu'au fond, il y avait une sorte de parallèle entre les animaux et les humains des deux côtés. Et c'est ça qui évidemment parle dans cette histoire aussi. C'est pour ça que ça en fait un fait divers pas banal. Mais de toute façon, pendant 6 mois, ils restent, quand la chasse n'a pas lieu, ils restent confinés, les chiens. Ils ne sortent pas. Ils restent dans l'enclos. Enfin, en tout cas, il a fait le parallèle. Et ce ne sont pas des chiens qui ont rapport qu'ils sont l'ami de l'homme. Mais ce que disait surtout Vincent, c'est qu'il en avait assez d'entendre parler des chiens et pas d'Elisa. C'est vrai qu'on parle plus des chiens que d'Elisa dans ce dossier, malheureusement. Et je voudrais vous poser la même question que tout à l'heure à l'oncle d'Elisa. Est-ce que vous avez un scénario, Ariane, après votre enquête? Forcément, on a une sorte d'intime conviction que je ne donnerai évidemment pas, parce que on ne sait pas assez de choses. Simplement, je sais que par rapport à ce que je savais au départ de l'enquête et après avoir fait l'enquête, ce que j'ai découvert plus tôt, c'est que au fond, c'était quand même un couple assez récent. Voilà, c'était une fille qui avait un désir d'enfant évident, que ce n'était pas son chien, Curtis. Et puis, j'imagine le désarroi et la panique de son compagnon. Et il y a forcément des choses qui interrogent. Pourquoi, quand on quitte son travail, alors qu'on a eu un coup de téléphone de quelqu'un qui est affolé, eh bien, on passe 1 heure sans appeler les secours. On appelle 30 fois sa copine. Oui, bien sûr, il est paniqué, le pauvre, il est paniqué. Il n'appelle pas les gendarmes. Il n'appelle pas les gendarmes. Et au fond, ce qui est vraiment... En fait, ce qu'on ignore dans cette histoire, et que seul Christophe sait, et qu'il sera jusqu'à la fin de ses jours, il sera le seul à savoir, c'est que lui dit Elisa, quand elle lui téléphone à 13h19, elle meurt à peu près 10 minutes à 15 minutes après. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ces déclarations sont parfois un peu contradictoires, puisqu'il parle d'abord de 2 chiens, puis de plusieurs chiens, mais en même temps, il est dans la panique, il est interrogé immédiatement après, donc c'est très compliqué. Mais c'est évidemment un moment clé. Vincent Labastard, on s'approche, et vous le disiez pour commencer, du 16 novembre, de cette date tristement anniversaire du décès d'Elisa. Comment vous vous préparez à cette date? La mère d'Elisa, comment s'y prépare-t-elle? Pas bien, déjà, il y a peu de temps, le 6-7 ans, c'était son anniversaire d'Elisa. Dernièrement, c'était déjà une épreuve. Et j'espère qu'on aura les résultats de l'ADN, mais encore, je crois pas que ces résultats mèneront et diront... c'est une enquête, je pense qu'on ne saura jamais la vérité. On ne saura jamais quel chien, ou dans quelles conditions a entraîné la mort d'Elisa. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que j'attends? J'attends des choses que je pense que je ne saurais pas. Je suis un petit peu perdu. Vous pensez que Christophe a des choses à vous dire? Oui, j'espère. Je pose des questions, il est un petit peu contradictoire dans ses réponses. Et voilà, c'est très difficile. Vincent, est-ce qu'il vous a dit une fois, Christophe, ouais, j'envisage l'hypothèse que ça puisse être mon chien, ou est-ce qu'il ne l'a jamais dit? Non, aucunement. Il exclut totalement l'hypothèse de la culpabilité,
de Curtis. Après, je le comprends un petit peu parce Oui, que je pense qu'il n'y a jamais eu Tous ceux qui ont d'incident. un chien, on n'a pas envie de... Curtis n'a jamais eu d'incident auparavant. Je pense que c'est vrai, ça a été démontré. Même à un moment, Elisa s'était fait mort par un chat, ils ont essayé de faire passer la mère d'Elisa qui avait dit que c'était Curtis qui avait déjà mordu. Sur les réseaux sociaux. Il a trouvé des excuses. Donc, comme il le sortait très peu, ou dans le concours et tout ça, il n'avait jamais eu d'incident. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut le piquer quand il s'est fait mordre. Parce que je pense que c'était le premier incident qu'il est mordu. Maître Cathy Richard, on entend une famille dans la peine qui nous dit on finit par se résoudre à se dire qu'on ne saura pas la vérité. Vous, en tant qu'avocate, est-ce que vous pensez qu'on saura la vérité et quelles sont désormais les prochaines étapes sur lesquelles, de façon fiable, on peut s'appuyer? Moi, je sais d'expérience que lorsque, de toute façon, on perd un être cher d'une façon dramatique, la vérité n'est jamais, jamais assez lumineuse. Ça, toujours. C'est-à-dire qu'on recherche, on dit on veut la vérité, mais la vérité, elle n'est jamais suffisante. Je pense tout de même que l'enquête et l'instruction va permettre de dérouler beaucoup de choses et qu'on finira par avoir une idée de ce qu'il a pu se passer. Et pas forcément uniquement avec les tests ADN pour lesquels je ne sais rien. On l'a compris, c'est un des éléments de l'enquête, mais ce n'est pas le seul. Un grand merci à vous trois. Merci beaucoup d'être sortis du silence sur BFM TV aujourd'hui. Évidemment, on continuera à suivre l'enquête. Merci à vous trois. Vous restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, la suite d'affaires suivantes et nous prendrons la direction de Villefontaine. Une marche blanche doit débuter vers 14h30 pour rendre hommage à Victorine. Elle avait seulement 18 ans et les enquêteurs ont la certitude désormais que sa mort est criminelle. Alors où en est l'enquête? Quels sont les différents scénarios? Tous les éléments dans un instant. À 13h40, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Et dans un peu moins d'une heure maintenant, c'est toute une commune qui se retrouvera pour rendre hommage à Victorine. Elle avait seulement 18 ans et lundi, elle a été retrouvée noyée par un tiers dans un ruisseau de Villefontaine. Depuis le début de la semaine, les gendarmes multiplient les relevés, les auditions pour découvrir la vérité. Alors, où en est l'enquête? Quels sont les différents scénarios? Comment travaillent les enquêteurs? Les toutes dernières informations, le décryptage, ce sera dans un instant avec Dominique, avec nos invités. Mais d'abord, retour en images sur cette triste semaine avec Elisa Tran. Son corps a été retrouvé lundi dans ce ruisseau. Victorine avait disparu 2 jours avant. Ses parents avaient donné l'alerte, ne la voyant pas rentrer. Samedi dernier, l'étudiante de 18 ans passe une partie de la journée avec 3 amis, d'abord dans un fast-food, puis au centre commercial. On avait bien rigolé, c'était une très bonne journée, hein. On a fait un peu de shopping. En fin d'après-midi, le petit groupe reprend le bus. Victorine s'arrête à la gare routière de Villefontaine, mais elle rate sa correspondance. On a proposé soit d'attendre son bus justement, parce qu'on s'est dit qu'il était tard, ou même qu'on la raccompagne à pied. Elle nous a dit non, pas la peine, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je peux rentrer seule. Moins de 2 km la séparent de son domicile, 20 minutes de marche tout au plus. Ce chemin, elle avait l'habitude de l'emprunter selon l'une de ses amies. C'était la fille la plus prudente que je connaissais de ma vie. Elle aurait jamais fait un truc inconscient et ce chemin, on le prenait à chaque fois. Combien de fois on est rentré à pied parce qu'il n'y avait pas de bus. Vers 19h, alors qu'elle se trouve à hauteur du stade de la Prairie, Victorine appelle sa sœur. Elle lui indique être sur le chemin du retour et n'avoir presque plus de batterie sur son téléphone. Vers 21h, la famille inquiète donne l'alerte. Sa sœur diffuse un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Une battue est organisée le lendemain, mais ce n'est que lundi que la gendarmerie retrouve sa trace en contrebas de cette route. Son corps a été découvert par les équipes cynophiles de la gendarmerie, engagées sur place depuis la veille. Il était immergé dans un ruisseau et difficile d'accès. Une zone boisée, sans éclairage. Ses baskets et son sac à main ont été retrouvés un peu plus loin. Victorine a-t-elle fait une mauvaise rencontre? Connaissait-elle son ou ses agresseurs? Car selon les premiers éléments de l'enquête, l'intervention d'un tiers ne fait aucun doute. Victorine est morte noyée. Elle porte des ecchymoses internes, notamment au niveau des épaules.
Beaucoup d'émotions, beaucoup de questions aussi. On ira à Villefontaine rejoindre l'envoyé spécial de BFM TV dans un instant. Et avec nos invités en plateau, on va essayer de comprendre, de faire un point très précis sur cette enquête. Caroline Rambaud, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin légiste. Général François Daoust, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ex-directeur de l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Vous avez été commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie. Évidemment, votre expérience est précieuse pour essayer de comprendre le travail des enquêteurs en ce moment même. Et Pascal Neveu, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active. D'abord, Général, peut-être une question pour vous. On en est où du temps de l'enquête aujourd'hui? Où en sont les gendarmes dans leur travail? Alors les gendarmes, là, les premières heures capitales. C'est là où il faut recueillir le maximum de témoignages ou en tout cas en susciter. Et à partir de là, sans négliger aucune piste, que ce soit du plus proche au plus loin, c'est lancer un ensemble d'enquêteurs pour avoir les interrogatoires complémentaires, faire des relevés sur tout ce qui peut être visio à partir de la gare, y compris sur les véhicules qui sont passés, interroger les personnes que l'on a vues dans ces véhicules, parce qu'on a les immatriculations. On ratisse le plus large possible, parce que tout ce qui ne sera pas fait au début, on va mettre énormément de temps pour le rattraper si c'est rattrapable. Donc là, la section de recherche a mis la gendarmerie des moyens énormes. C'est plusieurs dizaines d'enquêteurs qui sont partout pour justement susciter ces témoignages, interroger, ramener le maximum d'informations de façon à ne négliger aucune piste. Dans les indices, on a tous vu cette semaine ce container à poubelle qui a été reniflé par des chiens, qui a ensuite été embarqué. Décryptez-nous, pourquoi cela a été fait et qu'est-ce que ça... Je ne vais pas vous demander ce que ça signifie exactement dans cette affaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième temps, enfin, je dirais deuxième temps, mais c'est en fait concomitant. En même temps que les enquêteurs sont là à la recherche de témoignages et font des interrogatoires, il y a ce qu'on appelle le travail de criminalistique. Le travail de criminalistique, c'est essayer d'avoir le maximum de traces possibles qui existent sur la scène de crime, sur la victime et sur l'environnement immédiat. L'environnement immédiat, est-ce que ce container, par exemple, pouvait servir de refuge à X ou Y, ou pour les jeunes de la région qui passent, un petit coin, il pleut, on s'abrite, on discute, n'importe quoi. Toujours est-il que ce container peut être porteur de traces. À partir de ce moment-là, il ne faut pas négliger. Plutôt que le dépérissement des preuves avec le temps, avec l'humidité. C'est-à-dire que le chien a senti quoi? Des traces de Victorine, d'un vêtement? C'est possible. Voilà, le chien a pu marquer à l'intérieur de ce container et marquer par rapport aux vêtements de Victorine. Donc elle serait passée éventuellement, là on est dans des hypothèses, éventuellement à l'intérieur. Donc si elle est passée à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut passer au peigne fin, centimètre par centimètre, ce container pour voir où est-ce qu'on pourrait retrouver l'ADN de Victorine, l'ADN d'autres personnes qui seraient passées dans ce conteneur, mais on imagine que si effectivement c'est un conteneur de passage, on risque d'en trouver beaucoup. Et tout le travail qu'il y aura, c'est de distinguer les traces pertinentes liées à l'affaire immédiate de celles qui ne le sont pas parce que c'est une zone de passage. C'est un long travail scientifique derrière. Et puis il y a le travail ensuite sur le corps de la victime, docteur. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'on essaye de récupérer le maximum d'informations de ce corps. Donc tout d'abord, c'est un examen clinique, on examine le corps sous tous les angles, et puis ensuite, c'est l'examen sous les tissus pour essayer de voir s'il y a des ecchymoses profondes qui ne seraient pas visibles à l'œil nu à l'examen strictement du corps. Et puis après, c'est le travail, on ouvre le corps et on regarde comment sont les viscères et s'il y a des traces qui sont en faveur de tel ou tel type de mort. Donc on a vraiment un travail de récupération de l'ensemble des données, du maximum de données que l'on peut avoir. À ce stade, le procureur a dit qu'il n'y avait pas visiblement d'agression sexuelle. En tout cas, à ce stade, il faudra attendre évidemment les conclusions plus poussées du travail de médecine légiste. Mais il y avait de multiples ecchymoses. Qu'est-ce que ça veut dire de multiples ecchymoses sur le corps d'une personne ? Alors l'ecchymose, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant un bleu.
Donc, soit ces bleus sont visibles directement à l'œil nu sur la peau, soit ce sont des ecchymoses qui ont été produites très proches du moment du décès, et la dégradation de l'hémoglobine n'a pas encore eu le temps de colorer les téguments. C'est pour ça qu'on fait des incisions, ce qu'on appelle des incisions cutanéo-musculaires profondes, c'est-à-dire qu'on va faire de grandes incisions sur les membres à différents endroits, de façon à regarder les tissus sous-cutanés et les muscles à la recherche d'éventuelles suffusions hémorragiques. Pour faire, je vulgarise, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est en gros pour comprendre si il y a eu contrainte physique sur la personne, si elle a été, le procureur l'a dit, noyée puisqu'elle a été mise sous la contrainte dans ce ruisseau, ça veut dire avec quelle force, avec quelle violence, et ça permettra aussi peut-être d'avancer sur un profil possible. Le profil possible, éventuellement, s'il y a énormément de traces, ça peut être un ou des profils possibles. Donc ça, le légiste ne peut pas le dire. Il contribue au travail d'enquête. Voilà, il liste simplement les traces qu'il y a sur le corps, et après, avec la comparaison avec les dires des personnes qui pourraient être interrogées, mises en cause, on va comparer, savoir si c'est compatible, si les dires des personnes sont compatibles avec ce qu'on a trouvé sur le corps ou pas. Vous précisiez, pardon Dominique, vous précisiez à juste titre une ou plusieurs personnes. C'est évidemment, il y a eu l'intervention de personnes extérieures. C'est ce qu'a confirmé l'intervention d'un tiers. Voilà ce que dit exactement le procureur. Justement, je voudrais juste qu'on fasse un crochet par Villefontaine, où se trouve Mathias Tesson pour BFM TV, parce que cette intervention d'un tiers, évidemment, ça génère beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi dans le village de Villefontaine, où cette marche blanche va commencer à 14h30. Oui, clairement, l'émotion n'est pas retombée ici à Villefontaine, et justement, vous l'avez dit, ils devraient être nombreux de Villefontaine et d'ailleurs dans la région, justement, à venir converger ici pour manifester leur émotion et leur solidarité à l'égard de la famille de Victorine. Cette marche blanche, elle partira donc à partir de 14h30 depuis le stade de la Prairie. Le stade de la Prairie, c'est la même où le corps de la jeune fille de 18 ans a été retrouvé lundi dernier, en contrebas d'un chemin de terre. À cette occasion, beaucoup d'habitants ont fait le choix de porter des t-shirts blancs. Certains d'entre eux ont écrit dessus « Repose en paix Victorine ». Beaucoup ont pris également des fleurs, des roses qu'ils sont venus justement entreposer ici, près de cette croix qui a été mise en place sur ce stade de la Prairie. Croix bien sûr en hommage à la jeune fille de 18 ans. Ce n'est pas le temps de l'enquête aujourd'hui, mais c'est le temps du recueillement. C'est ce que me confiaient des habitants tout à l'heure. À l'issue de cette marche blanche, la famille de Victorine pourrait décider de prendre la parole seulement à son issue. Marche blanche qui partira donc depuis le stade de la Prairie, et qui se terminera dans le quartier des Fougères de Villefontaine, la même où la famille de Victorine réside. Le maire de la commune sera également présent, mais sans écharpe tricolore, puisqu'il a tenu à être là, tout simplement en tant que simple citoyen. Les obsèques de Victorine auront par ailleurs lieu mercredi prochain à Bourgoin-Jallieu. Mathias Tesson avec Yohann Chérifi, on vous retrouvera évidemment dès 14h pour suivre cette marche blanche sur BFM TV. Docteur, quand un légiste écrit « noyade avec l'intervention d'un tiers », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a trouvé des éléments suffisants lors de l'autopsie pour pouvoir avancer le diagnostic de noyade, qui est toujours un diagnostic difficile à faire. Et puis, avec intervention d'un tiers, ça veut dire qu'il y a des lésions, des ecchymoses ou plus, qui sont dans les zones de prise, qui sont sur le corps, à des endroits où la victime ne peut pas s'être fait mal toute seule. Donc un scénario possible, c'est quelqu'un force Victorine à aller jusqu'à cet endroit-là, la contraint, la tient par les bras, la pousse, elle tombe, en général. Oui. Et on la maintient et elle se noie. C'est ça. Ça, c'est une des hypothèses. Un scénario possible avec cette observation. Voilà, avec cette observation, et comme disait tout à l'heure madame, c'est un ou plusieurs agresseurs. Oui. Là-dessus, il n'y a que le nombre d'ecchymoses et le reste de l'enquête qui pourra dire si nous sommes face à une seule personne qui a fait une contrainte suffisante, d'où les coups, d'où les bleus, etc., ou s'ils étaient plusieurs. Pascal Neveu, évidemment, on est très prudent, on est au stade des hypothèses, on essaye de comprendre les choses. Un ou des agresseurs, Victorine était habillée, a priori, première constatation, pas d'agression sexuelle, ça restera encore à confirmer. Est-ce que ça nous dit quelque chose de l'histoire qui a pu se dérouler ?
Non, pour l'instant, on est uniquement dans des hypothèses, dans des supputations. Ce qui va être très important, c'est effectivement que l'enquête puisse aboutir et qu'on puisse effectuer ce deuil en connaissant la vérité, en sachant réellement ce qui s'est passé. Le deuil, il passe également par cette communion collective qui s'organise tout à l'heure, cette marche blanche. Et moi, je salue d'ailleurs le maire qui ne porte pas son écharpe tricolore, parce que très souvent, les politiques s'emparent un tout petit peu de ce deuil dans les familles. Ils s'en sentent totalement dépossédés. Mais on a déjà vu qu'il y a eu également cette messe où il y avait 400 personnes, je crois, à peu près. Donc c'est important pour soulager la famille, pour être dans une compassion collective. Et puis l'autre partie du deuil, ça va être de retrouver le ou les coupables, de récupérer un corps. Et j'évite toujours en tout cas je ne conseille jamais de lire les rapports d'autopsie pour les familles, parce que ce sont des épreuves extrêmement importantes, dures. Il y a des détails quand même très très lourds. Alors vous les décrivez parce que c'est intéressant de connaître ce qui se passe sur un plan scientifique. Ça intéresse tout le monde. Mais en tout cas, ça va être d'une lourdeur énorme pour cette famille pendant un certain temps. Il y a un poids dans le village quand même particulièrement lourd, parce que il y a eu un ou des agresseurs, alors peut-être quelqu'un qui était de passage qui est reparti ou pas, ou quelqu'un du village. On est habitué malheureusement par les faits divers que l'on a traités à se dire que peut-être quelqu'un qui sera à cette marche blanche. Ah, c'est fort probable que la personne soit présente, puisse surveiller, puisse également, soit par culpabilité, soit par jouissance, également être présent pour être encore dans le passage à l'acte. Ça veut dire que vous allez surveiller aussi cette marche blanche aujourd'hui, vous, les gendarmes aujourd'hui ? Oui. Ah oui, systématiquement, que ça soit la messe, que ça soit la marche blanche, que ça soit l'enterrement, il y aura une surveillance pour voir qui participe, dans quelles conditions. D'ailleurs, ne serait-ce que d'ordre public, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement, etc. Mais pas seulement. Voilà. Pascal Neveu, Philippe disait tout de suite, donc quelqu'un ou plusieurs personnes, peut-être encore dans la nature, oui, proche peut-être, mais il y a aussi les lieux, les lieux du crime. Cet endroit qui est assez lugubre quand même. On a bien compris que passer par là, aujourd'hui, ça va plus être la même chose que passer par là avant. Comment ça se passe ? Et ça joue son inconscient également de la personnalité de la personne, des personnes qui sont passées à l'acte. Généralement, les crimes, ils sont toujours sordides dans des endroits très lugubres, très glauques. Bon, ça se passe jamais sur les Champs-Élysées. Oui, mais ça peut se passer en ville, la nuit. Ça se passe la nuit, mais là, pour tous ceux qui avaient encore à passer à cet endroit-là, comment... Pour ceux qui vont repasser. Alors, ça va être... Alors, d'abord, le lieu avait été décrit quand même assez glauque. On l'évitait. Il n'y a pas de lumière. Non, il n'y a rien du tout. Maintenant, effectivement, je pense que ça va être encore davantage entaché que non seulement ce périmètre-là, mais peut-être d'ailleurs davantage par contamination. La ville risque de porter pendant un certain temps, des mois, peut-être même des années, une sorte de terreur collective. C'est-à-dire qu'on ne va pas être rassuré, on ne va pas se sentir en sécurité dans tout cet entourage. Question à vous deux. Comment on travaille en termes de profil d'agresseur au singulier ou au pluriel ? On envisage tous les scénarios, un règlement de compte, un agresseur particulier. Comment on fait ? Tous les scénarios sont envisagés. De la mauvaise rencontre malheureuse par un prédateur d'opportunité à celle d'un amoureux éconduit qui va réagir, surréagir à le fait qu'il ait été abandonné. L'environnement va aider. L'environnement à la fois des amis, des proches, etc. Mais l'environnement même des lieux. Quand on regarde la route et que l'on voit le ruisseau qui est quand même un peu plus éloigné de la route, il a bien fallu, d'une manière ou d'une autre, qu'on amène la victime là-bas ou qu'elle suive quelqu'un volontairement. Donc les deux hypothèses sont intéressantes. Ça va orienter vers des recherches complémentaires ou autres, et des traces qui seront difficiles à trouver, mais qui existent certainement entre la route qu'elle a abandonnée à un moment pour rejoindre le ruisseau ou la route qu'on l'a obligée à éloigner. C'est une des questions clés. Oui, parce qu'il y a la psychologie de cette jeune fille qui était visiblement très prudente, qui ne discutait pas avec des inconnus, etc. Donc pourquoi l'a-t-on retrouvée à cet endroit ? Confiance ou alors on l'a transportée, etc. Docteur Rambaud, très vite, parce qu'on est presque arrivé au terme de notre émission, on nous dit que l'autopsie, c'est le procureur qui nous l'apprend, il n'y a pas de traces de viol ou de violence sexuelle. Est-ce que ça veut dire que quand on ne le voit pas dans un premier temps, on peut l'observer dans un deuxième temps? Et là, il y avait des rumeurs de reprise de l'autopsie. Est-ce qu'on peut revenir sur une autopsie 2 jours ou 3 jours après? Alors,
D'abord, une autopsie ne se fait bien qu'une fois. Donc, tout ce qui n'a pas été fait initialement, bon, on peut essayer de refaire, mais ça sera extrêmement difficile parce qu'on a une déperdition des preuves et le corps s'abîme et c'est beaucoup moins facile après. Alors, qu'il n'y ait pas de traces d'agression sexuelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. C'est simplement que ça n'a pas laissé de traces visibles à l'œil. Mais il y a... Pas de sperme, par exemple. Pas de sperme, mais elle a été dans un cours d'eau. Mais cela étant, il peut y avoir des prélèvements génétiques qui ont certainement été faits et qui vont être interprétés pour savoir si on a la trace d'un ADN différent du sien. Auquel cas, ça permettrait de savoir s'il y a eu une agression sexuelle ou pas. Merci beaucoup à vous trois sur le plateau d'Affaires suivantes. Il y a le temps de l'enquête et puis il y a le temps de l'émotion. Dans un instant, évidemment, on retournera à Villefontaine, partager l'émotion de la famille de Victorine et de toute cette commune, évidemment, qui porte ce drame aujourd'hui. On se donne rendez-vous avec Dominique dimanche prochain à 13h pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes.